Bonjour à toutes et à tous. J'espère que le son fonctionne bien, que tout est OK. Je me présente, donc je suis Benoît Laurent, je suis directeur du CEDEST et j'interviens aujourd'hui dans le cadre des rencontres santé-travail qui sont proposées par notre réseau, le réseau Présence, qui est donc le réseau des services de prévention et de santé au travail inter-entreprises nationale et plus particulièrement, j'interviens ici pour le réseau des Hauts-de-France qui rassemble 13 services dont vous voyez les logos qui apparaissent à droite de votre écran. Et ces rencontres santé-travail sont une manifestation qu'on organise maintenant depuis plusieurs années qui vise à mettre un petit peu l'accent durant quelques jours dans l'année sur les problématiques de santé au travail. On essaie de créer un événement pour rassembler nos adhérents, leurs salariés et intervenir sur une échelle assez large pour parler de la santé au travail. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, donc ça c'est le logo qui présente un petit peu la manifestation. J'interviens donc au titre du CEDEST, mais également au titre de la STIL, qui est donc notre service voisin, qui est le service du Pas-de-Calais, le CEDEST étant le service de Dunkerque. Le thème que je propose aujourd'hui de présenter, c'est l'offre socle. L'offre socle des services de prévention et de santé au travail. Alors, pourquoi une offre socle? Eh bien, si on veut replacer ça un petit peu dans un contexte un peu historique, en 2018, il y a le rapport Lecoq qui est sorti. C'est un rapport qui avait été commandé par le Premier ministre à la députée Madame Charlotte Lecoq pour faire un petit peu le point sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas sur la santé au travail en France. Ce rapport, paru donc maintenant, ça va bientôt faire 5 ans, mettait vraiment en cause de façon explicite les acteurs de la prévention en France, donc les services de prévention et de santé au travail, certes, mais également donc, la CARSAT, l'ANACT, l'ARINCT, un certain nombre d'autres organismes. Et ce rapport pointait le fait qu'il y avait en France un grand nombre d'acteurs institutionnels ou non, avec des périmètres de compétences entre acteurs qui n'étaient pas exempts de zones de recouvrement et d'interférence. Ça, c'était les termes qui avaient été énoncés par Madame Lecoq dans son rapport. Et effectivement, beaucoup d'acteurs, des champs d'action, en tout cas des périmètres d'action qui étaient parfois un peu flous. Ça partait donc d'un constat qu'on peut certainement peut-être reprendre encore, au moins en partie, à notre compte aujourd'hui. À l'époque, il y avait effectivement déjà 240 services de santé au travail interentreprises en France. Et donc 240 services, ça voulait dire à peu près 240 offres de services différents et 240 cotisations différentes également. Donc on pouvait quand même raisonnablement souscrire à la conclusion de Charlotte Lecoq qui disait que c'était un système qui était assez illisible. Et particulièrement pour les TPE-PME, Charlotte Lecoq disait que ce système n'était pas lisible. Cette catégorie d'entreprise ne le comprend pas et n'a pas en retour un service en termes de conseil de prévention à la hauteur des cotisations dont elle s'acquitte, ni à la hauteur de ses besoins en accompagnement. J'imagine que parmi vous, beaucoup sont issus de TPE, PME, et c'est vrai que les capacités d'action des services sont quand même fortement mobilisées par les demandes qui émanent des grosses entreprises qui sont plus structurées pour nous solliciter sur ces sujets-là. De fait, c'est important de pouvoir se recentrer sur les TPE, PME pour leur offrir un service qui est vraiment nécessaire chez eux, peut-être encore plus que dans les grosses entreprises, et pour lesquelles, de toute façon, ces entreprises, ces petites et moyennes entreprises cotisent. Le rapport Lecoq donc, a donné lieu à un certain nombre de travail entre les partenaires sociaux, et tout ça a abouti finalement à une loi, donc 3 ans après le rapport Lecoq, une loi qui est parue le 2 août 2021. Cette loi qui s'appelait loi pour renforcer la prévention
en santé au travail, balayait un certain nombre de sujets, mais notamment dans son article 11, elle disait que le service de prévention et de santé au travail interentreprise doit fournir à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article 46.22 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, deux choses intéressantes là-dedans, deux choses importantes dans cet article, c'est un ensemble socle de services, ce qui veut dire effectivement que l'ensemble des services de France doivent fournir un service minimum, si on peut appeler ça comme ça, qui doit être commun. Et on voit, je dessine également dans cet article, les trois grands axes de travail sur lesquels les pouvoirs publics nous demandent de nous investir, ce qui était déjà le cas en grande partie auparavant, mais en tout cas, ça a le mérite maintenant d'être un petit peu clarifié. Ces trois grands axes sont d'une part la prévention des risques professionnels, faire en sorte d'éliminer les risques à la base pour que les salariés ne soient plus exposés à ces risques, assurer le suivi individuel des travailleurs. Alors, évidemment, on est dans le champ du suivi médical, c'est l'activité que vous connaissez tous le mieux, et c'est sans doute l'activité sur laquelle on est le plus en difficulté. Et troisième axe de travail, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est un sujet important, puisqu'il est bien évident que si on peut éviter que les salariés aient des problèmes de désinsertion liés à des problèmes de santé, eh bien, toute la société sera gagnante sur ce sujet-là. Donc, l'article 11, très important dans cette loi. Bon, pour mémoire, l'article 11 cite l'article 46.22 du Code du travail. Cet article a attribué quelques missions au SPSTI, mais ça, c'est déjà inscrit dans la loi depuis longue date, mais je vous les rappelle quand même. Ces quatre missions, c'était conduire des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou diminuer les risques professionnels et de contribuer au maintien de l'emploi, assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs, suivi médical, et participer au suivi et à la traçabilité des expositions et à la veille sanitaire. Ce quatrième volet était plus une mission de santé publique. Je ferme la parenthèse pour revenir à la loi du 2 août. Et cette loi du 2 août a confié à un organisme qui s'appelle le CNPST, donc le Comité national de prévention et de santé au travail, qui rassemble les partenaires sociaux et le gouvernement. Donc, confier cette mission, la loi confie au CNPST la mission de travailler sur une offre socle, donc une offre minimale. Ce CNPST, c'est une structure qui est directement issue du Conseil d'orientation et des conditions de travail, donc le COCT, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui rassemble, qui est une instance qui rassemble les partenaires sociaux, le gouvernement, qui a pour mission de travailler sur tout ce qui touche aux conditions de travail. Ce CNPST a travaillé et abouti, ces travaux ont abouti à l'apparition d'un décret en date du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services, des services de prévention et de santé au travail interentreprise. Donc on arrive maintenant au vif du sujet. Voilà. Qu'y a-t-il dans ce décret qui porte le numéro 2022-653? Alors, le décret rappelle déjà bien les trois axes d'action des SPSTI. Prévention des risques, suivi individuel de l'état de santé et prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est vraiment dans ces trois thématiques-là que l'action des SPSTI doit s'opérer. Il dit également qu'évidemment, l'offre doit être délivrée à terme par tous les SPSTI. C'est le principe, évidemment, d'avoir une offre socle sur l'ensemble du territoire et même si le décret ne l'évoque pas, la contrepartie de cette offre socle, c'est également une cotisation qui va être encadrée à partir notamment de 2025, de telle façon que si l'offre, le pouvoir public estime juste titre que si l'offre est commune, la cotisation doit aussi quelque part
être relativement commune, sous certaines réserves. C'est-à-dire qu'il y a une fourchette de variations qui sera admise, mais en tout cas, vous aurez tous, dans toutes les entreprises de France, une offre commune, qui sera l'offre socle, et une cotisation qui va fluctuer dans une petite fourchette autour de cotisation moyenne. Et le décret dit également que ce sera important de vérifier l'application de cette offre, ce qui est tout à fait logique et compréhensible, mais voir l'applicabilité. Alors ça, c'est quand même assez intéressant pour nous, puisque, vous le savez tous, le point numéro 2 qui est au-dessus, donc le suivi individuel de l'état de santé des salariés, est le volet sur lequel on est le plus en difficulté, puisqu'on souffre depuis de nombreuses années maintenant, mais ça ne va pas s'arranger, d'une pénurie de médecins du travail. Et c'est important que les pouvoirs publics prennent conscience du fait que ce n'est pas parce qu'ils définissent des actions à entreprendre qu'on a la possibilité sur le terrain de les entreprendre. Donc là, ce sujet de l'applicabilité est apparu dans le décret 653 et on est bien content de le voir apparaître. Bon, on verra un petit peu comment ça sera décliné dans le futur, mais en tout cas, le sujet de l'applicabilité est posé sur la table. Alors, dans ce décret, il y a un principe général qui guide le décret, c'est la transparence. Et effectivement, Charlotte Lecoq disait dans son rapport que les services fonctionnaient de façon désordonnée, on ne savait pas quelle était l'offre de chaque service, on ne savait pas quelle était la cotisation qui pouvait être appliquée avant qu'on adhère au service. Donc, les pouvoirs publics ont fortement insisté dans ce décret sur la nécessité d'une transparence. Ça prend la forme suivante. Donc, il nous est demandé d'assurer une communication publique des conditions d'adhésion à travers un site web. C'était le cas pour un certain nombre de services. Mais en tout cas, la liste des éléments qui sont portés à la communication de nos adhérents, donc aux entreprises, a été redéfinie. Donc, vous pourrez trouver sur notre site web, comme sur celui de n'importe quel service de santé au travail de France et de Navarre, les statuts, la cotisation, le détail de l'offre, la composition du conseil d'administration, etc., etc. Donc, un certain nombre d'informations qui seront enfin, en tout cas, qui ont été bien définies et qui devraient être portées à votre connaissance. Il est également demandé de rendre disponible un espace numérique pour chaque adhérent. Là, ça va être un espace privé pour chacune de vos entreprises qui permettra d'échanger des documents ou des informations, mais également de prendre des rendez-vous d'embauche et de reprise. Donc, ça, c'est nouveau. Vous aviez déjà, pour la plupart d'entre vous, enfin, en tout cas, la plupart des services santé au travail avaient déjà des portails adhérents qui permettaient une relation particulière avec chacun d'entre vous. Vous pouviez des fois y retrouver vos factures, un certain nombre de documents qui étaient mis là-dessus. Et c'est également sur ce portail adhérent que vous faisiez vos déclarations au début d'année. On nous demande de faire évoluer, enfin le pouvoir public nous demande de faire évoluer ce portail de telle façon que vous puissiez, dans un avenir relativement proche, prendre des rendez-vous d'embauche et de reprise sur ce portail. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est important de la mentionner. Pour l'instant, on ne parle que de ces types de rendez-vous-là. Les visites périodiques, pour l'instant, ce n'est pas encore demandé. On verra un petit peu comment on met ça en place dans le futur. L'objectif également des prescriptions de ce décret est de permettre aux adhérents d'avoir une vision claire des services rendus. Donc c'est pareil, la communication sur le détail des services rendus doit être affichée sur le site web. Voilà, comme ça vous aurez notre offre dans le détail, à la fois l'offre socle, mais vous pourrez également avoir une offre complémentaire qui sera présentée là-dessus. En tout cas, volonté de transparence sur les services rendus. Et il est également important de pouvoir offrir, également demandé de pouvoir offrir aux salariés une information sur les possibilités d'action du SPSTI. Ça, il ne nous est pas demandé, stricto sensu, de le mettre sur un portail qui serait un portail salarié. Mais par contre, c'est une offre qui pourra certainement, dans un avenir relativement proche, également être déployée
pour que vos salariés puissent retrouver sur un espace dédié des conseils de prévention, les derniers comptes rendus de leur visite, les avis d'aptitude, etc., etc. Donc, qu'on ait à la fois un espace adhérent et un espace salarié pour permettre l'échange et faciliter la diffusion d'informations. Alors, ces grands principes doivent se décliner sur les 3 axes d'action des SPSTI. Sur l'axe de la prévention des risques professionnels, il y a un certain nombre de choses qui nous sont explicitement demandées dans le décret. Le premier point étant l'élaboration puis la mise à jour d'une fiche d'entreprise tous les 4 ans pour chaque entreprise. Alors, cette fiche d'entreprise est déjà quelque chose que vous connaissez puisque ça fait partie de nos missions de longue date. Nous devons d'élaborer une fiche d'entreprise sous notre responsabilité, sous la responsabilité du service. Fiche d'entreprise qui sert principalement au médecin du travail, mais qui est également communiquée, bien évidemment, à chaque entreprise. Aujourd'hui, l'ensemble des services en France n'est pas encore en mesure d'avoir, enfin, n'a pas encore pu réaliser une fiche d'entreprise pour chacune des entreprises qui suit. C'est demandé dans un certain nombre de cas, et notamment lorsqu'il y a une inaptitude ou une suspicion d'inaptitude, le médecin ne peut pas prononcer une aptitude sans que la fiche d'entreprise de l'entreprise concernée soit élaborée. La nouveauté de ce décret, c'est que maintenant, cette fiche d'entreprise devrait être mise à jour tous les 4 ans. Elle sera bien évidemment communiquée à chacun de nos adhérents, donc à vos entreprises, et vous pourrez y retrouver là-dedans un certain nombre d'informations qui vous permettront d'élaborer ou de mettre à jour votre document unique. Vous pourrez vous appuyer là-dessus. Ça ne va pas s'y substituer parce que dans la fiche d'entreprise, il manque un élément essentiel du document unique, qui est le plan d'action à déployer pour faire baisser les risques. Mais en tout cas, vous aurez déjà là-dedans, en tout cas, la vision du service d'entreprise, de votre service de santé au travail, sur votre entreprise en matière de risque professionnel. Deuxième point, c'est l'accompagnement dans l'évaluation des risques, dans la rédaction et la finalisation du document unique. C'est déjà quelque chose qu'on fait. C'est reprécisé. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus pour ceux qui ne sont pas tout à fait à jour dans le document unique. N'hésitez pas à nous solliciter pour vous donner un coup de main dans l'aide à la rédaction ou à la mise à jour de votre document unique. On ne va pas le faire à votre place parce que c'est la responsabilité de l'employeur. Mais en tout cas, on a un certain nombre d'outils et de compétences pour vous aider sur ce sujet-là. Il nous est également demandé dans le décret de réaliser au moins une fois tous les 4 ans, dans chacune des entreprises qui sont adhérentes de nos services, une action de prévention primaire. Alors, une action de prévention primaire, c'est une action qui vise à faire en sorte que les salariés ne soient plus exposés à des risques. Ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas, le focus est mis, en tout cas, on a un curseur qui est clairement noté dans le décret, c'est une fois tous les 4 ans. Ça veut dire qu'une fois tous les 4 ans, vous devez avoir quelqu'un de chez nous, du secteur de la prévention, et on doit avoir mis en place une action. Alors, ça peut être une action individuelle sur un poste de travail, ça peut être une action collective sur une sensibilisation de vos personnels à des risques qui existent chez vous ou à des risques généraux. Ça peut être une sensibilisation sur le risque routier, par exemple, mais ça peut être aussi des fois des sensibilisations sur des risques chimiques. Si vous êtes dans une entreprise sur laquelle le risque chimique est important. Voilà, donc une fois tous les 4 ans, vous devez avoir la visite d'un préventeur de votre service de prévention et de santé au travail. Il est également demandé, mais ça on le fait déjà aussi, mais c'est rappelé donc dans le décret, que le service participe aux réunions des IRP. Alors, ça peut être le médecin, mais ça sera plus souvent son délégué. Ça peut être soit l'infirmière qui travaille dans l'équipe du médecin, de votre médecin du travail, ou également un membre de l'équipe de prévention, également, qui est attaché à votre médecin du travail. Bon, le temps médical étant ce qu'il est, malheureusement, le médecin du travail aura la plus grande difficulté à se libérer fréquemment pour vos réunions de CSE.
Mais par contre, vous pouvez solliciter des membres de son équipe, donc infirmier ou un préventeur. Ça, c'est sur la partie prévention des risques professionnels. Alors, il va sans dire que sur le sujet de la fiche d'entreprise une fois tous les 4 ans ou de l'action de prévention primaire une fois tous les 4 ans, ça va nécessiter pour nous des moyens, de mettre à niveau nos moyens. Parce que aujourd'hui, peu de services sont en mesure de répondre à ces objectifs. Donc, c'est des choses qui vont se faire à moyen terme, mais il ne faut pas nous demander de passer chez vous tous, chez chacun d'entre vous, dès l'année prochaine, parce qu'on aura quand même un petit peu de difficulté pour se mettre à niveau. Sur le deuxième axe, qui est le suivi individuel de l'état de santé, là, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà, enfin, qui sont vraiment la face la plus connue de nos services, hein, c'est les visites médicales. Alors, si on veut les lister, il y a les visites initiales périodiques et de reprise du travail des salariés qui sont en suivi simple, qui sont en général suivis par des infirmiers chez nous. Il y a tout ce qui est suivi individuel renforcé des salariés qui sont soumis à des risques particuliers. Donc, là, c'est le médecin général qui voit les salariés en suivi renforcé. Il y a des visites, évidemment, qu'on appelle suivi individuel adapté pour des personnels qui sont soit qui ont des régimes particuliers. Les visites à la demande, les visites suite à événements graves, les visites post-exposition, les visites de mi-carrière ou de fin de carrière. Alors, les visites de mi-carrière, je l'ai souligné parce que ça, c'est une nouveauté de la loi du 2 août, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Sinon, le reste des visites, il n'y a pas de modification particulière, si ce n'est qu'il y a ces visites de mi-carrière qui se rajoutent, et on peut regretter que les pouvoirs publics ne fassent que rajouter des visites sur nos médecins qui sont déjà largement débordés par la tâche qui leur incombe vu la démographie médicale. Sur le troisième volet, qui est le volet de la prévention de la désinsertion professionnelle, qu'on appelle dans notre jargon la PDP, il y a donc le décret du 653 précise les conditions de ce qu'on doit vous offrir. Hein. Donc, on doit être en mesure d'entendre vos alertes lorsque vous pensez en tout cas qu'un de vos collaborateurs risque, pour des raisons de santé, de voir son emploi menacé. Typiquement, c'est le cas d'un de vos collaborateurs qui a une maladie sérieuse, grave et potentiellement évolutive. Parlons peut-être, prenons l'exemple d'une sclérose en plaques, quelque chose comme ça. C'est une situation qui, clairement, va à terme menacer son employabilité. Donc ça, parlez-en-nous. On a des gens qui sont en mesure de vous accompagner sur la réflexion à mener et sur les actions à entreprendre pour essayer de faire en sorte que les gens, vos collaborateurs, puissent rester en poste le plus longtemps possible. Donc, on est déjà en mesure de prendre en compte vos alertes. Ça peut venir du médecin du travail, l'alerte, ça peut venir du médecin traitant, du médecin conseil, de vous-même ou de vos collaborateurs. Notre cellule PDP, donc notre cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, va analyser la situation de le salarié, travailler avec nos préventeurs, notamment pour faire les études de poste de votre collaborateur, et ça va aboutir tout ça à des propositions d'aménagement, l'analyse des freins à la reprise, et on va essayer de mobiliser des leviers tels que l'essai encadré, etc. Alors, sur ce sujet de la prévention de la désinsertion professionnelle, on est une porte d'entrée, on est la principale porte d'entrée, je dirais, sur cette thématique, mais on ne va pas travailler seul. Il y a un certain nombre d'acteurs également qui ont pour mission de travailler sur le maintien en emploi, qui sont la CARSAT, qui sont l'assurance maladie, évidemment, le Cap emploi, enfin voilà. Donc, on travaille avec tous ces partenaires-là pour faire en sorte qu'un collaborateur en risque de désinsertion professionnelle puisse se voir proposer des solutions pour éviter cette désinsertion.
On va également plus accompagner sur le plan social si nécessaire. Donc, peut-être que dans certains cas, nos salariés auront besoin d'avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, on nous accompagnera dans ces démarches. On va les informer sur les possibilités de formation, sur possibilités de bilan de compétences. Les essais encadrés sont également des dispositifs qui sont assez fortement sollicités. L'essai encadré, c'est un dispositif qui consiste à, pour ceux qui ne connaissent pas, à permettre à un collaborateur qui est en arrêt de revenir pendant quelques jours sur son ancien poste de travail ou sur un autre poste de travail dans l'entreprise pour faire un test, refaire un test, voir comment se passe son retour, soit sur son ancien poste, soit sur un autre poste dans l'entreprise. Donc ça, c'est un dispositif qui intervient durant l'arrêt de travail. C'est assez intéressant, notamment cet essai encadré lorsque vous avez des salariés qui sont en arrêt pour des problèmes psychosociaux. Je m'explique. Lorsqu'un salarié se trouve en arrêt de travail parce qu'il y a pu y avoir un conflit ou une situation de mal-être au travail qui s'est instaurée, le retour est quand même assez difficile. L'essai encadré est un bon moyen pour faire revenir le salarié, en tout cas que le salarié reprenne contact avec son milieu de travail pendant un temps assez court, avec la possibilité de retourner quand même. Il est toujours en arrêt. En tout cas, ça peut détendre le sujet et permettre de renouer les relations entre le salarié et son environnement de travail. Donc ça, c'est un dispositif qui est assez intéressant dans ce champ-là. Ce n'est pas une nouveauté, c'est pas une nouveauté de la loi, mais c'est important d'en parler quand même. Et on est également sollicité pour faire la promotion auprès des employeurs et des salariés des mesures d'accompagnement au maintien en emploi. Donc, pareil, n'hésitez pas, on a une cellule prévention de la désinsertion professionnelle, que ce soit au TPS ou à la STIL, ou pour ceux qui ne sont pas adhérents d'un de nos deux services, je sais qu'il y en a parmi vous, votre service de santé au travail a également des gens qui sont actifs et qui se consacrent en tout cas à ce sujet de la prévention de la désinsertion. N'hésitez pas à les solliciter pour échanger avec eux, pour qu'ils vous expliquent tous les dispositifs concrets qui peuvent être mobilisés et puis pour également évoquer les situations individuelles auxquelles vous pourriez avoir à faire face. Voilà, voilà les grandes mesures de la prévention des risques. Du décret, pardon, 653. Je fais juste un focus sur 3 thématiques sur lesquelles il me paraît important de s'arrêter. Sur la partie prévention des risques, je voudrais insister sur les ateliers de sensibilisation aux risques professionnels qui sont proposés par vos services, donc soit le CEDES, soit la STIL, soit votre service, le service auquel vous adhérez. C'est un outil assez important, intéressant pour travailler sur la prévention primaire. Donc n'hésitez pas à solliciter votre service. Vous avez un sujet qui vous préoccupe. Voilà, ça peut concerner aussi bien vos collaborateurs que vous-même en tant qu'employeur si vous l'êtes. Ça peut se faire soit chez vous, soit en inter-entreprise. Ça peut être sur des thématiques très générales. J'ai cité ici le risque routier et les addictions. C'est des choses qu'on va retrouver dans toutes les entreprises. Ça peut être des sujets d'ergonomie également, de travail sur écran. Sur écran, tout le monde travaille sur écran dans toutes les entreprises. Le risque routier, j'insiste là-dessus aussi parce que c'est quand même un sujet qui reste. Le risque routier, c'est la première cause d'accident mortel du travail, quand même, en France. Alors, quand on aura éliminé celle-là, il y en aura une autre qui sera la première, évidemment, mais c'est quand même un sujet sur lequel il faut faire de la sensibilisation en permanence. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Bon, les addictions, ça peut être des addictions à des substances psychoactives ou également des addictions aux écrans, ce genre de choses. Si vous avez des salariés qui ont passé toute la nuit sur TikTok ou compagnie et qui arrivent avec des valises sous les yeux parce qu'ils n'ont pas dormi, ça va faire baisser votre productivité et augmenter les risques d'accidents sur le poste de travail.
Ça, c'est des sujets très généraux, mais ça peut être également dans des sujets particuliers à votre entreprise, hein, soit des sujets de TMS sur certains postes de travail, des sujets de risque chimique, enfin, voilà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous connaissez, tout le monde pense en permanence au suivi individuel d'état de santé quand on pense au service de santé au travail, mais également sollicitez-nous sur des actions de sensibilisation qu'on peut vous proposer, parce que de toute façon, c'est gratuit pour vous. Enfin, c'est gratuit, c'est inclus dans notre socle, donc il n'y a pas de. Ça ne vous coûtera pas plus cher de nous solliciter ou de ne pas nous solliciter. Donc, allez-y, on est là pour ça. Pour le suivi médical, je voulais faire un petit focus sur la nouveauté donc, de la loi, qui est la visite de mi-carrière. Donc, c'est instauré par la loi de août 2021. Ça concerne tous les salariés qui ont entre 43 et 45 ans. Normalement, c'est 45, mais on peut l'anticiper de 2 ans. C'est une visite qui sert à faire le point sur les éventuels risques qui pourraient menacer le maintien en emploi en bonne santé de vos collaborateurs dans leur deuxième partie de vie professionnelle. Hein, en général, de 25 à 45, tout le monde va quand même plutôt assez bien. Par contre, pour ceux qui ont passé les 45 ans ou les 50, qui est mon cas, on se rend compte que plus ça va, plus c'est compliqué, en tout cas sur certains points, en tout cas sur le plan physique. Donc, c'est important de pouvoir faire le point, et cette visite sert à ça, à mi-carrière, voilà. Quelles sont vos conditions d'exercice professionnel? Enfin, les questions qui sont posées aux salariés, c'est voilà, quelles sont les conditions d'exercice professionnel? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer comme ça encore 20 ans, puisque maintenant on parle de 20 ans? En tout cas, voilà, c'est aussi pour livrer des messages de prévention. Attention, faites bien attention à tel ou tel aspect. Sachez que vous risquez d'évoluer dans telle direction. Et donc, que faudrait-il mettre en place pour que vous puissiez continuer à exercer votre métier dans les meilleures conditions jusqu'à votre retraite, âge de retraite qui s'éloigne, comme vous le savez, en ce moment. Donc, c'est un rendez-vous qui est pris à l'initiative de l'employeur. Donc, c'est entre 43 et 45 ans. Et c'est soit réalisé par un médecin, soit par un infirmier en santé-travail sous protocole médical. C'est un rendez-vous vraiment qui sert à faire le point. Ça ne donne pas lieu à un avis d'aptitude, sauf si on le cumule avec une visite périodique, mais c'est vraiment un rendez-vous de point. Pour le troisième sujet qui est la prévention de l'insertion professionnelle, je voulais également faire un petit focus donc, sur le rendez-vous de liaison, qui est aussi une nouveauté de la loi du 2 août. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous de liaison? Pour ceux qui en ont pris connaissance, donc il s'agit d'un rendez-vous qui n'est pas un rendez-vous médical, qui est un rendez-vous qui peut être sollicité, enfin, qui peut être organisé entre l'employeur et le salarié à l'initiative de l'un ou de l'autre lorsqu'un salarié est en arrêt de travail de relativement longue durée et qu'on pense que ça vaut le coup peut-être de se voir avant la reprise du travail. Ça peut valoir le coup de se voir. Pourquoi? Pour faire le point sur les éventuelles difficultés qu'aura le salarié à reprendre son boulot. Quand on a un collaborateur qui est en arrêt plusieurs mois, par exemple, et vous en avez eu, vous en aurez, le retour n'est pas forcément évident. Donc, plus on va préparer ce retour, plus on va créer des conditions favorables pour que ça se passe bien. Alors, ça peut être pour des raisons physiques ou des raisons psychologiques, peu importe. Donc, voilà, c'est un rendez-vous non médical qui est organisé par l'employeur, voilà, à son initiative, mais le salarié peut également le demander. C'est facultatif, ça c'est important, donc c'est-à-dire que si jamais c'est l'employeur qui le propose, le salarié peut refuser. Ça se passe durant l'arrêt de travail, hein, bien d'accord. Et vous pouvez demander à votre service de santé au travail de venir participer à ce rendez-vous. Alors encore une fois, ça sera soit le médecin du travail, soit un représentant de son équipe, votre infirmière par exemple, et en général une bonne personne pour assister à ce rendez-vous.
Ce n'est pas une visite de pré-reprise, hein, c'est un rendez-vous qui vise à informer le collaborateur sur les possibilités d'accompagnement à la reprise si on anticipe qu'il y aura des difficultés. Donc, c'est un outil qui est apparu récemment. Donc, voilà, encore une fois, même si le contrat de travail est suspendu durant l'arrêt, comme vous le savez, vous avez cette possibilité de proposer ce rendez-vous à vos collaborateurs. C'est un assez bon outil quand même. Ça permet vraiment, en cas de besoin, de faire un petit point et de savoir où en est le collaborateur pour anticiper une éventuelle adaptation de son poste de travail ou de modification des conditions de travail. Un collaborateur, s'il revient à temps partiel, par exemple, parce que vraisemblablement, il ne pourra pas reprendre tout de suite à temps plein, c'est important que vous, employeur, vous puissiez le savoir auparavant, le plus tôt possible, en tout cas, pour que vous puissiez anticiper l'organisation qui va en découler. Donc, pour tous ces aspects-là, c'est vraiment un sujet intéressant. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long sur cette présentation. J'ai balayé les grands axes, les grands aspects de cette offre socle, telle qu'elle est définie dans le décret que je vous ai cité. Donc, je suis maintenant disponible pour un certain nombre de questions que vous pourriez avoir. Alors, je vous invite à poser des questions dans l'espace de discussion. Alors, je vois comment allez-vous gérer tout ça avec le peu de médecins et spécialistes disponibles, d'autant plus avec la centralisation de vos activités sur les grandes villes. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que la pratique de nos équipes médicales dans le futur ne pourra plus être la même que celle qu'elle était dans le passé. Il y avait 4000 médecins du travail dans les services interentreprises en France en 2016. En 2026, il y en aura plus de 3000. Donc, en 10 ans, on aura perdu 25% de notre population médicale avec des missions qui ne diminuent pas. Donc, il va falloir que ces missions puissent être déléguées, en tout cas à une partie de l'équipe, ce qui va, chez nous, entraîner nécessairement un accroissement des effectifs d'infirmiers et de préventeurs. Donc, il y a vraiment toute une réorganisation chez nous du travail qui doit être entreprise, parce que ce sujet-là reste, enfin le sujet de la démographie médicale en tout cas, reste largement ignoré par les pouvoirs publics. J'en veux pour un exemple également le fait que dans la loi sur la retraite, là, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler ces derniers temps, il est prévu donc une visite à 61 ans faite par un médecin du travail pour juger si le salarié pourra continuer jusqu'à 64 ans ou si ses conditions de pénibilité d'exercice font qu'il pourra prendre sa retraite anticipée. C'est une visite médicale supplémentaire qui se rajoute aux nombreuses visites médicales qui incombent aux médecins du travail. C'est une visite en plus à forte charge psychologique pour les médecins, puisque ça va être compliqué pour eux de se prononcer sereinement sur ces sujets-là. Voilà, donc les pouvoirs publics nous en rajoutent en permanence sans prendre en compte les possibilités d'action qu'on a là-dessus. Donc ça, pour nous, c'est un sujet de préoccupation. Donc en tout cas, attendez-vous à avoir plus les infirmiers dans le futur et peut-être un petit peu moins les médecins. Vous aurez toujours un médecin du travail, mais son effectif va croître d'année en année, donc il aura de moins en moins de temps pour passer individuellement dans vos entreprises. Je vois une autre question. Bonjour, les SPSTI devront-ils justifier leurs actions de prévention chez les adhérents? Ici, oui, auprès de quelle autorité? Oui, effectivement. Alors, à partir du moment où la loi nous demande des choses, nous demande par exemple une fiche d'entreprise remise à jour tous les 4 ans, bien évidemment, dans les rapports qu'on fait annuellement à nos autorités de tutelle, notre autorité de tutelle qui est la DRETS, on doit faire figurer ces éléments-là. En plus, également, la loi du 2 août 2021 nous impose de nous inscrire dans un processus de certification de qualité. Et donc, ces éléments-là, également, la certification de qualité nous oblige à rendre des comptes, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y aura des comptes, et donc les comptes qu'on va rendre, on les rendra d'une part à l'ORES, mais également à vos entreprises, à vous, puisque dans le cadre de la transparence, je n'en ai pas parlé là, mais la transparence évoque aussi
évoque aussi la nécessité de rendre compte aux adhérents des actions de leur service de santé au travail. Est-ce que l'infirmière de la société peut assister à un rendez-vous non médical entre le salarié et l'employeur? Oui, bien sûr. Ça. Alors, l'infirmière de la société, j'imagine que c'est les infirmières que vous avez dans vos propres entreprises. Oui, bien sûr, vous pouvez, en tant qu'employeur, vous pouvez évidemment vous pouvez convoquer n'importe lequel de vos collaborateurs à une réunion, hein, c'est un préalable. S'il s'agit de rendez-vous de liaison, à ce moment-là, on est dans un cadre un peu particulier. L'infirmière se doit d'avoir une relative discrétion sur les échanges qui pourront être entrepris lors de l'entretien. Oui, donc c'est tout à fait possible. Si le salarié l'accepte, ça, il faudra le demander. Mais dans tous les cas, même si jamais vous souhaitez associer votre infirmière à cet entretien, ça n'empêche pas que vous puissiez aussi solliciter le service. Alors, je vois une question. Si le personnel a passé les 45 ans, il est possible de faire cette visite? Alors non, la loi n'est pas rétroactive, c'est-à-dire que on ne pourrait pas de toute façon, si jamais c'était rétroactif, ça voudrait dire qu'on aurait quelques millions de salariés à voir pour la visite des 45 ans, et heureusement ce n'est pas prévu comme ça. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Donc, ça ne sera pas une visite de mi-carrière, mais voilà, si jamais à un moment donné vous souhaitez envoyer un de nos collaborateurs chez votre médecin du travail, ben voilà, vous avez toujours la possibilité de faire une visite à la demande. Mais ça ne sera pas une visite de mi-carrière à proprement parler. Alors, je rebalaye les questions. Bonjour, effectivement, les délais pour les visites médicales initiales ou de reprise ne permettent pas d'avoir une réactivité en cas de prise de poste ou de reprise de poste. Oui. Ça, sachez quand même, les visites de reprise, c'est des visites qui sont prioritaires chez nous, et nos équipes médicales, même en difficulté, même en surcharge, font passer toujours ces visites-là en priorité. C'est les visites qui sont vraiment sur le haut de la pile, c'est les plus urgentes pour nos médecins. Malheureusement, des fois, ça reste compliqué, hein, notamment lorsqu'on a des médecins qui sont en arrêt de travail aussi, ça arrive. On n'a pas la possibilité, leurs confrères qui sont déjà super chargés ont rarement la possibilité de pallier les absences de leurs confrères en arrêt. Donc, des fois, même pour des visites urgentes, on n'arrive pas à tenir les délais. Mais sachez que c'est quand même les visites pour nous qui sont prioritaires. Pour les actions de prévention primaire tous les 4 ans, mais à partir de quand? Quelle est l'année de départ de cette action? Ben, c'est opérationnel, ça y est. L'action de prévention primaire tous les 4 ans, on est déjà dedans, puisque le décret est paru. Et donc, il est applicable. Qui s'en charge au sein des pôles santé? Est-ce l'adhérent qui doit en faire la demande? Alors, sur les actions de prévention primaire, ça peut venir soit de vous, soit de votre service de santé au travail. Donc, votre médecin ou un autre professionnel de santé qui est en contact avec vos collaborateurs peut en dire, c'est quand même bizarre, je m'aperçois que les salariés que je vois dans mon cabinet régulièrement, ils me disent qu'ils manipulent des produits chimiques dans telle et telle circonstance, etc. Et ça vaudrait le coup d'aller voir sur place pour essayer d'améliorer les conditions de manutention des produits chimiques des salariés. Donc voilà, ça peut venir de vous, en tant qu'employeur, ça peut venir également de nos équipes en fonction de ce qu'ils voient de votre entreprise, de ce qu'ils en connaissent et de ce qu'ils estiment prioritaire. Donc ça, c'est pour les actions de prévention primaire. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. On a quand même beaucoup plus de capacité d'intervention sur ce sujet-là que sur les visites médicales. Alors, cela paraît utopique de ne plus être exposé au risque, donc lorsque la personne réalise sa carrière à 100% sur le même site. Quelle solution? Alors, en tout cas, exposition au risque, même si on ne peut pas complètement l'éliminer, on va faire à ce moment-là de la prévention pour faire en sorte que les gens soient sensibilisés au danger. L'exemple type, c'est le risque routier. C'est sûr que quand on prend sa voiture, on a des risques.
Le meilleur risque, ce serait de ne pas conduire la voiture, sauf que ce n'est pas possible. Par contre, si régulièrement on sensibilise ses salariés au risque qu'il y a lorsqu'on prend sa voiture, on va faire baisser quand même à terme le nombre d'accidents du travail. Et c'est des choses qu'il faut faire constamment, vous le savez. Enfin, l'histoire du téléphone au volant, c'est un très bon exemple. Tout le monde sait qu'il y a des risques, c'est dangereux de téléphoner au volant. Pour autant, on est quand même très nombreux à le faire. Bon, maintenant, les voitures sont équipées avec Bluetooth, et même avec le Bluetooth, ça reste dangereux. Bon, et ces messages-là doivent être passés, repassés, et puis on n'aura jamais fini. Donc, n'hésitez pas aussi là-dessus à nous solliciter. Donc, effectivement, on ne peut pas toujours éliminer le risque. Et même si jamais vous prenez une mesure dans votre entreprise pour dire il est interdit de téléphoner au volant, d'une part, c'est déjà marqué dans le code de la route, donc ça n'a pas grand-chose, vous aurez dire quelque chose qui est déjà marqué ailleurs, mais en plus, c'est pas parce que vous l'aurez écrit et que vous aurez envoyé un message à tous vos collaborateurs qu'ils vont le faire. Vous savez au moins. Donc, la seule solution là-dessus, c'est la sensibilisation des gens. Voilà. Comme question, quelle différence y a-t-il entre une visite de fin de carrière et de fin d'exposition? La visite de fin de carrière et la visite de fin d'exposition, c'est quelque part un petit peu la même chose. On va parler de fin de visite d'exposition lorsque un salarié, le terme est assez clair, va cesser de travailler dans une situation qui l'expose à des risques. Typiquement, un ouvrier qui travaille dans un atelier de fabrication ou dans lequel il manipule des produits chimiques, si jamais à un moment donné il change de poste, qu'il passe dans les bureaux, il ne sera plus exposé. Ça justifierait de faire une visite de fin d'exposition. Mais est-ce que ce salarié, dans une vie future, ne va pas de nouveau être exposé à ces risques-là? On ne le sait pas. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'il est en fin de carrière, il n'y a plus de risque qu'il soit de nouveau exposé à ces situations délétères. Donc, visite de fin de carrière, c'est sûr que là, ça vaut le coup de faire le point. Et ce qui se passe dans cette visite, c'est que si le médecin constate que le salarié est exposé durant sa carrière à des risques particuliers, je pense notamment aux risques chimiques, qui sont des risques qui développent potentiellement des pathologies sur le long terme, c'est intéressant de faire le point de la carrière. Ça ouvre le droit à votre ex-collaborateur d'avoir un suivi médical particulier de par son médecin et pris en charge par la Sécu. Faire une visite de fin d'exposition à quelqu'un qui a 30 ans ou 35 ans, bon, on peut se poser la question de la pertinence du sujet. Est-ce qu'il sera peut-être, si jamais vous le mettez un an au bureau, puis qu'après ça, il repart 5 ans en atelier, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, la question. Vous nous dire un mot sur le passeport de prévention. Le passeport de prévention, oui, c'est une mesure qui a été mise en œuvre par la loi du 2 août 2021. Ce n'est pas vraiment le sujet de l'offre socle. Le passeport de prévention, c'est un document qui a été instauré par cette loi et qui vise à recenser tout au long de la vie des collaborateurs l'ensemble des actions de prévention et des formations qu'il a pu entreprendre sur les sujets liés au risque professionnel. Ce qui permet de tracer, en fait, pour le collaborateur, toutes les formations qu'il a eues ou les sensibilisations visant à améliorer à diminuer les risques en tout cas auxquels il sera soumis et à recenser tout son parcours sur ce sujet-là. Donc la visite de fin d'exposition est à faire à chaque cessation d'exposition risquée. Ben voilà, je réponds un petit peu à la question. La visite de fin d'exposition, pour la faire un petit peu de pertinence, c'est souvent des sujets, encore une fois, c'est le sujet de risque chimique qui est principalement visé par cette mesure-là. Le risque chimique génère les produits chimiques génèrent des risques à long terme. Si votre salarié change de poste tous les 6 mois, ce n'est pas la peine de faire une visite de fin d'exposition tous les 6 mois, quoi. Par contre,
ce qui va être important, c'est de tracer les différentes expositions auxquelles il a été, les différents produits auxquels il est exposé, de telle façon que régulièrement, le médecin du travail puisse faire un point sur les éventuelles conséquences de ces expositions. Alors, je vois ici une question, c'est bien des actions de prévention plus formation, ou seulement formation. Ça m'invite à vous préciser un sujet que je n'ai pas évoqué dans le diaporama, et je m'en excuse, c'est que la loi prévoit donc une offre socle, mais également une offre complémentaire. C'est-à-dire que la loi dit, en substance, tous les services doivent proposer une offre socle pour une cotisation encadrée. Par contre, tout ce qui n'est pas dans l'offre socle peut faire l'objet d'une offre complémentaire, avec donc une facturation complémentaire. Donc, le sujet de la formation, par exemple, si on parle vraiment de formation, c'est un sujet qui n'est pas dans l'offre socle. Donc, sur ce sujet-là, je pense notamment à certains services comme le CEDES, par exemple, où, pardon, on proposait à nos adhérents des formations de sauveteurs secouristes du travail. Clairement, ce n'est pas demandé dans l'offre socle. Donc, on va sortir ces formations de notre offre. C'est une offre, alors, soit qu'on proposera de façon subsidiaire, avec un complémentaire qui fera l'objet d'une facturation complémentaire, mais c'est également une offre que vous pourrez trouver chez d'autres prestataires sur le marché. Donc, attendez-vous quand même, selon vos services, à ce que certains sujets sortent de l'offre. Je pense notamment particulièrement à ces sujets de formation. Pour le reste, dans ce que j'ai évoqué, pour ceux qui sont adhérents au CEDES, vous savez qu'au CEDES, on balaye l'ensemble des champs que je vous ai présentés. Donc, il n'y aura pas de modification substantielle, sauf peut-être juste sur le point des formations SST. Pour d'autres services, ça sera peut-être un petit peu différent. Offre stock, offre complémentaire. Si un adhérent a utilisé son droit à l'offre socle, on passe à l'offre complémentaire ou pas? Alors, il n'y a pas de droit à l'offre socle. Tout le monde a droit à l'intégralité de l'offre socle. Si on passe à l'action de prévention primaire, par exemple, vous pouvez demander plusieurs actions de prévention primaire, ce n'est pas limité à une par an. Le minimum, c'est une fois tous les 4 ans. Il s'agit d'un minimum. Mais si jamais chez vous, les risques justifient qu'on intervienne plus souvent, et bien, heureusement, on interviendra plus souvent. Donc, ce n'est pas limité, hein, soyez rassurés là-dessus. Il n'y a pas le droit à l'offre socle, ce n'est pas un droit limitatif. Vous avez le droit à tout. Si jamais vous avez 2 salariés qui ont des sujets de maintien en emploi, eh ben, on va suivre les deux, on va accompagner les deux, rassurez-vous. Sur ce sujet-là, on ne va pas vous dire non, c'est un tous les 4 ans. Non, non. Donc, il n'y a pas de. C'est limité, je dirais, par nos moyens, évidemment, mais nos moyens sur la partie prévention, on les fait évoluer. Et c'est limité, voilà. Ça dépend un petit peu de la situation dans votre entreprise, qui est jugée aussi par le médecin du travail et son équipe. Après, ça de quand la formation va-t-elle sortir, SVP? Alors, en ce qui concerne le CEDES, la formation, on va l'arrêter. On termine les formations sur lesquelles on a pris les rendez-vous, sur lesquelles on s'est engagé, mais on ne prend plus de nouveaux collaborateurs, de nouveaux salariés en formation SST. Voilà. Écoutez, il est midi moins 5. S'il y a encore une ou deux questions, j'aurai plaisir à y répondre. Bon, écoutez, pas de questions. Je vous remercie en tout cas d'être venu, d'être aussi nombreux. Vous êtes 62 autour de la table. C'est quand même, ça prouve votre intérêt sur ces sujets-là. Encore une fois, aussi bien nous au CEDES qu'à la STIL et dans votre service pour ceux qui sont adhérents ni au CEDES ni à la STIL, n'hésitez pas à nous solliciter. Vraiment, une prévention des infections professionnelles, là, on n'est pas limité. Vraiment, notre mission, c'est de vous accompagner et de vous aider sur tous ces sujets-là. Le suivi médical, on le fera aussi évidemment avec le plus grand plaisir et le plus grand sérieux, mais c'est malheureusement un peu plus compliqué. Voilà.
Alors, pour M. Daubigny qui me demande mon nom, je suis M. Laurent, donc je suis le directeur du CEDEST. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, et si jamais vous souhaitez assister à d'autres séminaires en ce moment, sur la semaine, il y a d'autres thématiques qui ont été proposées, qui sont proposées dans les Hauts-de-France. Donc, vous pouvez vous inscrire, bien évidemment, à tous les webinaires pour lesquels vous avez reçu des invitations ou des informations. Bon appétit à tous, et je vous dis au plaisir de vous revoir dans votre entreprise pour des actions de prévention. Merci. Au revoir.